Avant l'invention de notre thermomètre, il n'y avait pas de relevé météo. Donc, si on veut retrouver la température qu'il faisait au cours des millénaires qui ont précédé, afin de connaître l'évolution de notre climat, il faut utiliser d'autres moyens. Il y a en particulier ce qu'on appelle le thermomètre isotopique. Alors, qui n'est pas un thermomètre classique, c'est une méthode utilisée pour analyser des carottes de glace, c'est-à-dire des prélèvements qu'on fait dans les calottes glaciaires des pôles, au Groenland et en Antarctique. C'est une méthode qui est utilisée par les paléoclimatologues, comme ceux que j'ai été rencontrés à l'IGE de Grenoble. Enchanté. Pourquoi on va pouvoir enregistrer les changements du climat dans une calotte de glace? C'est parce qu'il faut s'imaginer au sommet d'une calotte de glace, on a de la neige qui va tomber, une couche de neige qui tombe à la surface. Donc cette neige se dépose, qui va être recouverte par une autre couche de neige, et ainsi de suite. Et donc les couches de neige s'enfoncent progressivement sous leur propre poids au sein de la calotte. Et progressivement, cette neige, en fait, elle se tasse jusqu'à atteindre la densité de la glace. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chaque couche de neige va renfermer des informations climatiques au moment où elle s'est déposée à la surface. Et c'est pour ça qu'en forant une carotte de glace au sein de cette calotte, on va pouvoir remonter une archive du climat et remonter dans le temps sur les changements climatiques passés. Alors, les carottes sont découpées en tronçons. À l'IGE, on a été dans des chambres froides pour voir comment on les prépare. Ça, je vous l'explique dans la version longue de la vidéo si ça vous intéresse. On fait bien attention à les prendre dans l'ordre, avec des flèches, vous voyez, qui indiquent le haut et le bas. C'est important pour la chronologie, parce que les couches de glace les plus en profondeur sont évidemment les plus anciennes. On l'amène au fondoir. À la fin, le principe, c'est qu'on les fait fondre, on récupère l'eau, et aussi l'air emprisonné dans des bulles, dans la glace. Et derrière, on analyse tout ce que contiennent cette eau et cet air. Et à partir de là, on retrouve plein d'informations sur le climat à l'époque où la neige s'est déposée avant de se transformer en glace. Par exemple, dans l'air emprisonné, on retrouve le taux de CO2 dans l'atmosphère de l'époque, et avec l'eau, on arrive à déterminer la température qu'il faisait à l'époque. Là, on va se poser un moment pour expliquer le principe. Ça, c'est la minute défécatoire décrypte. Pour estimer la température qu'il faisait dans le passé, on regarde aussi la composition de l'eau. Là, ce qu'on regarde plus précisément, ce sont les isotopes de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'eau, il y a les molécules d'eau classiques, H2O, avec 2 atomes d'H, hydrogène, et 1 d'eau, oxygène. Mais il y a aussi, de temps en temps, des molécules qui sont formées avec des atomes d'hydrogène ou d'oxygène un peu différents. Dans l'atome d'hydrogène ordinaire, le H, il y a un proton et un électron. Mais il existe un isotope de l'hydrogène, donc un atome d'hydrogène un peu différent, parce que lui, dans son noyau, en plus du proton, il a un neutron. C'est pour ça qu'on le note H petit 2, vous voyez. Il a 2 particules dans son noyau. Et on l'appelle aussi deutérium. Et ce deutérium peut aussi s'associer avec l'oxygène pour faire des molécules. Ça donne alors ce qu'on appelle de l'eau lourde. Il y a aussi l'eau semi-lourde, où là on peut avoir un atome d'hydrogène ordinaire et un isotope, un deutérium quoi. Et figurez-vous que c'est pareil pour l'oxygène. L'atome d'oxygène standard, on le connaît, il a 8 protons et 8 neutrons, donc 16 particules dans son noyau, bref, c'est l'oxygène 16. Mais de temps en temps, pour environ un atome d'oxygène sur 500, se présente tranquillou un isotope, l'oxygène 18, qui lui a 10 neutrons. Et ça forme alors de l'eau semi-lourde, qui n'est pas la même que l'eau ordinaire. D'abord, elle a un pH plus élevé, et puis surtout, elle est plus dense. Et pour vous montrer ça, Joël a préparé une petite expérience avec un glaçon d'eau lourde. Donc ici on a un glaçon qui est fait d'eau lourde, c'est-à-dire qui est fait à base de deutérium, qui est un isotope lourd de l'hydrogène. Dans l'eau normale, on va dire, dès qu'on va le plonger, il va couler. Alors celui-là, je le déconseille très fortement, puisque c'est un poison en fait. L'eau est composée donc de deutérium, qui est un isotope lourd de l'hydrogène, et il va bloquer le fonctionnement des cellules en fait. Donc je déconseille fortement de boire du whisky avec ce type de glace. Donc on voit bien que ce glaçon qui au départ a l'air parfaitement ordinaire et inoffensif, ne va pas refroidir que votre verre. Là c'est vous qui risquez de refroidir. Enfin, si vous vous mettez à ne plus boire que ça. C'est de l'eau lourde, pas de l'eau de lourde. Et donc on le voit, ces différentes eaux ne réagissent pas de la même façon. Par exemple, quand la température descend, vos eaux lourdes, elles sont déjà gelées, alors que l'eau normale, pas encore. Et pareil pour l'ébullition, pour faire bouillir de l'eau lourde, il faut qu'il fasse un peu plus chaud. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous.
Vous allez voir qu'on vous a pas raconté tout ça juste pour vous amuser, d'autant que bon, c'était pas spécialement amusant. Mais écoutez bien comment ça va nous servir. Lorsqu'il fait plus froid, il y a moins d'évaporation déjà. Et comme en plus l'eau 18 s'évapore moins facilement que l'eau normale, eh bien en proportion, il y en aura moins dans les nuages qui vont atteindre les pôles. Ensuite, les précipitations, donc la pluie ou la neige, qui vont se transformer en glace une fois au sol. Au départ dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau d'un nuage qui se condense. Et l'eau semi-lourde avec de l'oxygène 18 ou du deutérium se condense mieux et plus vite que l'eau ordinaire avec son oxygène 16, pour laquelle il faut descendre plus bas en température. Donc, plus il fait chaud dans le milieu où la condensation est en train de se produire, donc dans l'atmosphère, et plus on va trouver d'oxygène 18 en proportion dans la neige qui va se former. Alors que quand il fera plus froid, en proportion, là, il y aura davantage d'oxygène 16. Et il y a une relation comme ça entre la quantité d'oxygène 18 ou de deutérium dans la neige et la température dans le milieu où s'est formée cette neige. On le voit là dans ce graphique qui est tiré d'une étude de 1994, signée notamment de Claude Lorius et Jean Jouzel, qui avait appelé ça le thermomètre isotopique. Donc on mesure la composition isotopique de l'eau, on regarde combien il y a d'atomes d'oxygène 16 et 18, et on mesure ce qu'on appelle le delta 18O, c'est-à-dire le rapport entre les deux. C'est ce que permet de faire cet appareil-ci. Plus ce rapport est faible, plus la température était basse à la période où s'est formée la glace. Et ainsi, en mesurant ça au fil de la carotte de glace, on reconstitue les variations de la température passée.